Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Merci de nous suivre sur Dimanche, c'est politique. L'heure est à présent aux hommes des médias de commenter l'actualité de la semaine, analyser, commenter. Eh bien, c'est le plateau des éditorialistes. Et pour ce dimanche, ils sont bien évidemment trois autour de nous, comme d'habitude. Stéphane Arin-Rosso, bonjour. Bonjour Théodore. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche. Et puis avec vous, nous avons Florent. Oui, sinon, Florent, bonjour. Théodule, bonjour. Merci d'être là, Florent Rossinon, secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Merci d'être là avec nous ce dimanche. Et puis, Grégoire Dansou, bonjour Grégoire. Bonjour monsieur Théodule. Grégoire Dansou, directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien. Ce sont là donc nos invités. Avec eux, nous allons donc commenter l'actualité comme à l'accoutumée. Ce sont les collègues qui proposent donc les sujets à débattre. Nous allons commencer par Florent, sinon. Oui, le sujet qui, moi, qui a attiré mon attention pendant la semaine, oui, c'est la réaction de la Cour constitutionnelle par rapport aux recours qui ont été effectués. La Cour qui a ouvert le contentieux électoral après avoir prononcé les résultats définitifs. Et de plus en plus, la Cour ou les sages affichent leur intégrité. Il montre que le processus électoral est un processus ouvert, transparent. Mais ce qui, moi, m'a beaucoup, ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que les partis politiques n'arrivent pas toujours à trouver, disons, les pièces justificatives de certaines pratiques qui s'apparentent, j'allais dire, à la corruption électorale. Ce qui a fait que ce qu'ils ont présenté à la Cour comme preuve pour justifier de certains actes qui, disons, et selon leurs propos, ressemblaient à de la corruption électorale, des bourrages d'urnes par-ci et par-là, ces preuves n'ont pas été suffisamment, disons, authentiques pour montrer que ces actes étaient des actes qui ont été posés sur le terrain. Ce qui a fait que la Cour a dit le droit. Et en disant le droit, la Cour a renvoyé dos à dos les partis, ou disons le parti, les démocrates, qui, bon, a trouvé que certains de ces sièges lui ont été, disons, arrachés. Lui ont été arrachés sur le terrain et en voulant réclamer que la Cour dise le droit, le parti constitutionnel de demander à la Sénat de lui donner les pièces électorales pour attaquer encore la Sénat. Vous voyez, ce sont des pratiques, ce sont des actions qui montrent que nos partis politiques ont encore beaucoup à faire sur le domaine du contentieux électoral. Ils doivent se préparer encore plus afin que nous n'ayons plus à assister à ces spectacles désolants. C'est ce que moi, c'est ce qui a retenu mon attention. Et je pense qu'il faut qu'on y travaille, qu'on y pense aussi. Très bien, merci Florent Rossinon. Stéphane, oui, votre avis sur la question, oui, votre lecture, je dirais. Bon, moi je pense qu'il faut déjà commencer par reconnaître que c'est légitime qu'après une élection législative, les partis politiques qui se sentent lésés ou qui ont la prétention de croire que certains de leurs sièges ont été volés s'adressent à la Cour constitutionnelle. C'est une voie légale et leur démarche est tout à fait légitime. Et moi, je pense que ces partis qui se sont référés, n'est-ce pas, donc à la Cour constitutionnelle, ont donné la preuve qu'ils sont des légalistes. Et il faut saluer dans la démarche, dans la forme ou dans la forme?
Oui, dans la démarche. Dans la démarche. Dans la démarche, ils sont légalistes. Ils sont légalistes et il faut reconnaître que c'est notre démocratie qui en sort grandi. Maintenant, il revient à la Cour constitutionnelle de statuer sur ces revendications plus ou moins légitimes des partis politiques. Maintenant que la Cour a statué, la Cour a donc estimé, puisque la Cour doit statuer sur un certain nombre d'éléments. La Cour constitutionnelle ne fait pas de la magie. Donc, on a constaté que la Cour constitutionnelle a statué ou a tablé sur ces dossiers sur la base d'un certain nombre de pièces. Et donc, à défaut d'avoir les pièces qui sont susceptibles, n'est-ce pas, donc de confirmer ce que revendiquent les partis politiques, la Cour ne peut donc que rendre la décision qu'elle a rendue. Et moi, je pense qu'il faut saluer, n'est-ce pas, donc ce professionnalisme de la Cour constitutionnelle qui donne la preuve évidente qu'aujourd'hui, on peut avoir confiance en nos institutions. Maintenant, si certains partis politiques continuent de croire, n'est-ce pas, donc, que leurs desiderata ou leurs revendications ne sont pas prises en compte, quitte à eux, n'est-ce pas, donc, de faire machine arrière, de retrouver encore les pièces convaincantes, n'est-ce pas, donc, pour pouvoir avoir ce qu'ils réclament. De toutes les façons, moi, je pense que la Cour a tranché et les partis politiques doivent désormais se ranger et faire, n'est-ce pas, donc, avancer les choses. Et cela étant, je voudrais rebondir sur l'intervention de Florent, oui, pour juste renchérir en disant que lorsque vous voulez faire un recours, vous devez, il y a des démarches. Et donc, il y a des démarches à mener. Oui. Donc, moi, je pense que nos partis politiques doivent, à ce niveau également, revoir leur copie. Parce que quand on vous interpelle et que, en plein processus, vous revendiquez d'autres pièces, moi, je pense qu'il y a un problème, il y a un manque de professionnalisme. Donc, tout ça, là, ces partis politiques doivent pouvoir revoir cela pour qu'on n'assiste pas à ces gens de scène. Toujours est-il que la Cour a dit le droit et chacun doit pouvoir s'en tenir à cela. Oui, Grawa Danso, votre avis, votre analyse, est-ce que vous avez la même lecture des choses que Florent et Stéphane? Merci beaucoup. Je pense que de ma position d'analyste, il me plaît de dire que je n'ai pas le choix que d'être d'accord avec eux. Il me plaît de dire ça avant de nuancer. Vous savez, les décisions de la Cour sont sans recours. Bien sûr. Le droit est dit. Mais tout de suite, il faut dire, est-ce qu'il faut parler d'impréparation au niveau des partis politiques? C'est vrai, comme on l'a dit, il y a le président de la Sénat, Saka Lafia, qui, en répétant ce qu'un candidat aurait dit, que la fraude fait partie des règles du jeu, entre griffes, des règles entre griffes du jeu. Or, lorsqu'on organise les élections, le refrain, c'est qu'il faut lutter contre la fraude. C'est qu'il faut surveiller, il faut mener des actions pour qu'il n'y ait pas fraude, qu'il y ait de transparence. Puis c'est pour ça qu'on a organisé les élections, pour que le plus méritant gagne en matière démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on admet déjà que la fraude fait partie des règles entre griffes du jeu, il y a ce problème qui se pose déjà. Ça veut dire non, que... mais ça dépend le sens dans lequel le président de la Sénat est en train de le dire. Évidemment. Oui. C'est pour dire quoi? Il ne dit pas pour valider, pour dire... Évidemment. La compréhension que j'ai de ça, on ne peut pas organiser une élection où chaque parti en liste veut gagner, a l'ambition de gagner et qui est 0-4. Il y a des problèmes. Même quand, je veux rappeler cette formule des organisations ou bien observateurs internationaux qu'on a souvent qui disent qu'il y a eu des irrégularités par endroit, mais ces irrégularités ne sont pas de nature à entacher la crédibilité de l'élection. C'est une formule qui court partout quand on organise les élections et quand les observateurs veulent donner des rapports. On entend ça souvent. Même dans les rapports, dans les résultats, proclamation des résultats de la Cour, on dit qu'ils sont globalement, bon voilà, on a eu des ratés par endroit qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité, par conséquent, les résultats sont validés. Je pense que c'est un peu ça. Ce qui s'est passé, je pense que les partis qui ont participé à ces élections, les partis qui ont porté des recours devant la Cour, ont tiré des leçons. Et à l'avenir, pourront se préparer en conséquence. Vous savez, la contestation, contester contre les résultats
d'une élection en matière de démocratie n'est pas un acte négatif. La loi l'a prévu. Si la loi a prévu que, en matière d'insatisfaction ou bien de constat d'irrégularité, que les partis peuvent porter des recours devant la Cour, ça veut dire que c'est prévisible, on l'a fait, ils l'ont fait dans les règles de l'art et selon la loi. Donc, ce sont des méthodes légales pour constater, ils ne sont pas mis dans la rue. Je pense que c'est ça qu'il faut déjà féliciter. La Cour, on parle, c'est des sages. Je pense qu'en observant, au vu de tout ce qui leur a été présenté, des exposés, des preuves d'une manière ou d'une autre, dans la mesure de ce que les partis ont à leur niveau, la Cour, après observation, a estimé voilà ce qu'il fallait faire. Ce qui m'a fait un peu, est-ce que c'est rire? Ce qui m'a surpris dans cette affaire, c'est le recours contre le député, l'ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Degla. Je ne sais pas si c'est un sort pour lui. Les élections législatives est passées, ou bien il faut dire surpassées maintenant. Il a été également victime d'un recours. Ça a été apparemment les mêmes choses. Finalement, il a arrivé à l'Assemblée, il a siégé. Voilà, c'est ce qui m'a... Et puis un élément inédit dans tout ce qui s'est passé. Dans tout ce qui s'est passé. Oui, mais l'autre question qu'on se pose, c'est de savoir, puisque Stéphane et Florent ont eu à dire qu'il faut forcément qu'un travail soit fait au niveau des partis politiques. C'est sûr, c'est au regard de ce qu'on a entendu, puisqu'il y a des partis politiques qui ont dit n'avoir pas envoyé des représentants à ces différents bureaux, à des bureaux de vote, et autant de déclarations qui amènent forcément à se poser la question de savoir est-ce que nous sommes véritablement en politique, est-ce que les partis politiques sont véritablement avertis de la chose du contentieux électoral, comment ça se gère, autant de questions, Florent. Oui, autant de questions du moment où, vous savez, on dit souvent, il y a un adage qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et les démocrates, je crois qu'ils doivent apprendre à s'approprier cet adage-là. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'en fait, ce sont les vieux routiniers qui sont dans ce parti quand même. Mais c'est là où... Ils connaissent la chose politique, mais c'est là où le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est là où le bas blesse. Éric Ngoundé est en politique il y a très longtemps. Il n'est plus... c'est une figure emblématique de la politique de l'arène politique béninoise. Comment comprendre que Éric Ngoundé puisse faire un recours à la Sénat et à la Cour constitutionnelle et demander à la Cour de demander à la Sénat de lui donner les pièces électorales, alors que il est bien dit que tout parti politique aujourd'hui doit pouvoir avoir une représentation nationale. Et au vu de cette représentation nationale, normalement, les démocrates devraient avoir des représentants dans tous les bureaux de vote ou dans tous les postes de vote du Bénin. S'ils n'ont pas pu avoir des représentants dans tous les postes de vote du Bénin, c'est que leur assise nationale doit être remise en cause. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse faire un recours alors qu'on a la possibilité, d'avoir des représentants de partis politiques sur tout le territoire national. Et la charte des partis politiques dit qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des partis, des clubs électoraux. Nous avons des partis qui ont une assise nationale. C'est ce que la charte des partis politiques dit. Et lorsqu'on a appliqué le coefficient de 10%, il y a eu des partis comme FCBE, l'UDBN, qui n'ont pas pu lever de siège. Et les démocrates ont pu lever de siège. C'est-à-dire que normalement, si on devrait suivre la raison et suivre la légalité des choses, c'est qu'ils ont une assise nationale. Mais l'on se rend compte des actes qu'ils ont posés, des recours qu'ils ont faits devant la Cour constitutionnelle, qu'en réalité, leur assise nationale, il est encore redit à propos de cela. Et ça, c'est l'avis de Florent. Oui. Stéphane ou Grégoire qui va passer. Oui, Stéphane, allez-y. Moi, je voudrais relever que lorsqu'on dit qu'on n'a pas eu de représentants dans certains bureaux de vote, il faut pouvoir situer les responsabilités. La faute est à qui? La faute est à la Cour constitutionnelle?
Est-ce à la Sénat ou au parti? Mais c'est au parti politique. Au parti politique. Non, mais c'est Maintenant, si la faute est au parti politique, on n'a pas à récriminer la Sénat. Maintenant, si vous êtes en manque de pièces électorales, avant même de formuler le recours, il fallait prévoir ces paramètres pour dire, et si la Cour nous demandait telle pièce, et prévoir ces pièces-là dans la Constitution, n'est-ce pas donc dessus. Bref, moi je veux dire que il ne faudrait pas qu'on prenne l'habitude de dire que c'est quand la Cour constitutionnelle prend une décision qui nous arrange qu'on dit que la Cour a dit le droit. Nous sommes d'accord. Si la Cour rend une décision conformément à ce qui est prévu, que cela aille à notre avantage, n'est-ce pas donc ou pas, il faudrait qu'on se plie à cette décision de la Cour constitutionnelle. Et je continue par dire que le parti Les Démocrates étant le seul parti de l'opposition qui siège à l'Assemblée nationale, doit pouvoir, à partir de ce que la Cour vient de dire, prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir, il puisse savoir comment formuler les recours. Parce que qu'on le veuille ou non, les contestations sont inhérentes à tout processus électoral. Même dans les démocraties les plus fortes, les élections ont toujours été contestées. On a vu Donald Trump contester les élections ici. Donc moi je pense qu'il revient au parti Les Démocrates de s'appuyer sur la décision rendue par la Cour, d'en prendre acte, de ne plus alimenter une quelconque polémique que ce soit, de se ranger, de laisser les députés élus aller siéger à l'Assemblée nationale et donc de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir, on ne puisse pas assister à ce genre de scénario. Oui, Grégoire Dansou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est, en tout cas les responsables du parti, les démocrates, qu'on connaît bien, qui sont de vieux routiniers de la politique, qui maîtrisent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils ils savent pas, on ne sait pas formuler un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, ou c'est parce que déjà on semble dire qu'on a gagné, qu'on a plus de sièges, levé beaucoup de sièges. Est-ce que c'est pas ça déjà qui trottine dans la mentalité des uns et des autres, ce qui fait qu'on n'a pas eu la présence d'esprit de suivre la procédure normale telle que prévue par les tests? Je dirais non. Je dirais non parce que non, oui, un peu, parce qu'il y a d'abord l'euphorie de la victoire. Ils ont levé des sièges, c'est heureux. Peut-être ils ne s'y attendaient pas. Peut-être ils attendaient également plus. Tous les schémas sont possibles. Oui. C'est des expérimentés, c'est des gens qui connaissent bien comment ça se passe. Même si ceux ils ont des juristes derrière, des gens de haut niveau, derrière des expérimentés, des gens qui ont même occupé des postes, même dans ces institutions, qui sont derrière, même si on ne les voit pas devant la scène, qui sont dans tous ces partis politiques. Moi, en voulant parler, j'évite de dire les démocrates ont fait les démocrates. Non, nous sommes le Bénin, c'est tout. C'est même les mêmes personnes. Il y a des frères jumeaux où l'aîné est quelque part, l'autre est dans. Donc, c'est les mêmes individus. Nous sommes des Béninois et je vois l'homogénéité des individus, des esprits qui sont dans ces différents partis politiques-là. Donc, je ne vois pas des pratiques différentes. C'est selon la position qu'on occupe et qu'on agit. C'est ainsi que la position de l'heure, évidemment, qu'on agit, et que bientôt, dans quelques heures, les choses vont encore changer. On est vers la fin du mandat du chef de l'État, on aura le temps d'en parler, de revenir sur ça. Pas vers la fin du mandat. En plein mandat, nous allons dire. C'est une autre manière de parler. Vous allez le constater quand les députés vont siéger tout à l'heure, quand ça va commencer par basculer vers la gauche ou bien vers la droite. Évidemment, vous voyez, les partis qui ont compétit n'ont pas les mêmes moyens. Peut-être vous me répondriez en disant, mais si quelqu'un n'a pas les moyens, qu'il ne fasse pas la politique. On a parlé des partis ayant d'assises nationales. Plus ou moins, on a vu des partis qui ont participé et à quelques... Bon, il y a des partis où on peut parler de recrutement, on voit comment ça se passe, où on est obligé de recruter des militants pour pouvoir exister, pour pouvoir remplir des conditions de la loi. Je le dis, bon, en trif. Maintenant, ces partis qui ont pu tirer leur épingle du jeu, c'est quand même de grands partis. On voit ceux qui composent ces partis, leur fonctionnement, on a vu tout ça là. Mais on peut parler aussi d'impréparation. Quand il y a le calendrier électoral qui est très très serré.
il y a tel nombre de jours, c'est à quelques minutes près qu'il faut préparer les recours, qu'il faut chercher telle pièce, qu'il faut faire ci, il faut faire ci. On ne peut pas aussi dire qu'en allant aux élections, les partis s'attendaient à ce qu'à telle zone, on ait tel problème, à telle zone, on ait tel problème. Ce que moi j'ai déploré, c'est que j'ai appris qu'il y a même des représentants dans des bureaux de poste, dans des postes de poste, ils ont réclamé des pièces au niveau, c'est pas des bureaux de vote. Des bureaux de vote et ils n'en ont pas reçu. On leur a dit qu'ils n'en ont pas suffisamment. Mais aujourd'hui, je pense que c'est dans les débats qu'on a eu ça. Oui, allez-y nous. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Je n'ai pas les preuves pour affirmer que bon, voilà, ça s'est passé et j'ai eu la preuve que à tel niveau. Je n'ai pas ces preuves-là pour dire. Mais les gens ont dit ça dans les débats. Si c'est vrai, je dirais qu'ils n'ont pas raison parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de photocopier un document pour l'avoir. Il y a des téléphones, il y a des smartphones, il y a tout. Ils ont tout le matériel pour pouvoir contrôler, pour pouvoir entrer en possession. Ne serait-ce qu'en quelques secondes, on a déjà flashé les résultats et puis on pouvait avoir ces documents d'une manière ou d'une autre, ce qui pouvait être authentifié au niveau de la Cour ou pas. Donc à ce niveau, j'ai dit, ils ont peut-être tort. Mais c'est pourquoi j'ai dit, mais c'est des leçons qu'ils vont tirer pour l'avenir, pour que de tels problèmes, en cas de contentieux, ils puissent avoir des preuves à brandir au niveau de la Cour. Ceux qui sont les partis de la mouvance n'auront peut-être pas les mêmes difficultés. Vous savez, chaque institution a joué son rôle. Et la Cour, en dernier ressort, a tranché. La Cour est ce qu'on appelle l'institution de contre-pouvoir. C'est ceux qui ont inventé peut-être la politique, ceux qui ont inventé les pratiques dans les milieux politiques le savent bien. Montesquieu a dit, je veux bien le paraphraser, il a dit, parce que par la force des choses, celui qui a le pouvoir, tout individu qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Il faut que par la force des choses, également, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. Très bien. Et c'est réglé. Et les regards sont tournés désormais vers l'installation. L'installation le 12 février prochain. C'est pas, oui, Florent a quelque chose à ajouter, un dernier tour d'étape. Oui, en fait, c'est pour dire que les démocrates, le parti des démocrates, moi je dis, leçon à tirer, j'attends de voir. Parce que, par le passé, c'est un parti qui a connu beaucoup de souffrances. Et qui, je le dirais, qui n'a souvent pas tiré leçon de ces souffrances-là. Souffrance et propre à l'heure, peut-être. Non, vous savez, c'est le choix. Non. Parce que quand vous choisissez aller contre les tests, ne pas suivre les tests qu'on a votés et que vous revenez encore. Nous savons très bien que ce parti politique a été repêché par la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous avez été repêché, vous savez très bien quels sont les enjeux. Je ne veux pas des démocrates. Ils savent très bien quels sont les enjeux des législatives passées. Et ils n'ont pas mis sur pied la logistique nécessaire pour pouvoir faire face à ces enjeux-là. Et ils savaient bien qu'ils partaient avec un handicap. C'est qu'ils n'ont pas le financement public des partis politiques. Alors, malgré qu'ils... Est-ce qu'on peut dire que c'est un handicap? C'est un choix. Non, c'est un handicap. Puisque par rapport aux partis qui étaient en face, les partis de la mouvance présidentielle qui avaient bénéficié, qui avaient vraiment la manne financière, eux, ils n'en avaient pas. Mais ils sont arrivés à lever 28 sièges. C'est la preuve que ce n'est pas seulement l'argent qui fait campagne. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait la politique au Bénin. Puisque ceux qui ont voté pour les démocrates, ils ont voté selon leurs convictions. Ils n'ont pas voté parce que derrière il y avait une manne financière. Ceux non. qui ont voté pour les autres partis également, c'est selon leurs convictions aussi. Oui, c'est selon leurs convictions. Absolument. Non, mais vous savez, ils ont fait de marchandage politique pour le renouveau ou bien le blanc républicain, ils ont voté aussi selon leurs convictions. Vous savez, je suis dans une argumentation. Et quand vous suivez bien mon argumentation, moi je n'indexe pas un parti pour le comparer avec un autre. Je vais avec les faits. Et les faits, j'ai bien dit qu'il y avait des partis qui avaient bénéficié du financement public des partis politiques. Donc, ces partis ont formé leurs militants. Puisque le financement des partis politiques, l'un des objectifs, c'est de former les militants. C'est de former le bureau, c'est de former en réalité les militants. Et les démocrates n'ont pas eu cette chance d'avoir... Il y a des gens qui ont eu ce financement, mais n'ont pas pu avoir les 10%. Les 10%. Et le bloc républicain, l'UP, le renouveau, n'a pas attendu le financement des partis politiques pour faire fonctionner le parti politique. En fait, c'est cette clarification que
nous aimerions vous apporter. C'est vrai, vous êtes dans une argumentation bien donnée, mais quand on observe l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, je dirais FCBE aussi, tous ces partis ont bénéficié du financement public, mais n'ont pas attendu tout ça avant d'en arriver là, parce qu'il faudrait avoir un certain nombre de maires et autres, avoir un seuil pour prévaloir, pour être éligible, je dirais, au financement des partis politiques, au financement public, je dirais. Je ne sais pas si on a la même lecture des choses. Absolument, absolument. Moi, je pense que, comme tu étais en train de le souligner tout à l'heure, avant d'en arriver là, ces partis ont eu un parcours. Et puis, on ne peut pas dire du fait que le manque de financement pourrait constituer un certain handicap pour le parti, les démocrates, puisque s'ils se sont engagés, c'est parce qu'ils veulent tout faire pour se positionner sur l'échiquier politique et pour se repositionner sur l'échiquier politique national. Donc, quand on a des ambitions, il faut pouvoir se donner, n'est-ce pas, donc les moyens de ces ambitions. Et aujourd'hui, qu'ils ont réussi à relever ce défi-là, je pense qu'ils sont maintenant aptes à pouvoir bénéficier de ce financement et on ne parlera plus, n'est-ce pas? Ils sont logés, n'est-ce pas, donc au même niveau. Très bien. Merci. Nous allons évoluer, aborder l'autre sujet, rester toujours à l'Assemblée nationale pour parler de la représentativité des femmes donc au Parlement. Et là, la question qu'on se pose, alors les partis politiques ont-ils réellement joué le jeu? C'est le sujet que vous avez choisi. Merci beaucoup à vous. Je pense que sur ces sujets, je donne 0 sur 20 aux partis politiques. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont fait le service minimum. C'est selon l'exigence, c'est la loi qui a exigé, vous verrez dans les positionnements, c'est à quelques, je ne sais pas à quel pourcentage, mais les femmes qui ont été positionnées dans des positions hors position réservée uniquement aux femmes, vous verrez que c'est quelques poussières. Les femmes ont été positionnées, comme la loi, tu as dit qu'on doit positionner les femmes là, on le fait. C'est pour ça qu'on a vu ce nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Et je profite, je ne sais pas si ça dérange quelqu'un, pour féliciter le parti, le Bloc républicain, et qui a donné à l'Assemblée nationale la plus jeune élue. Et je pense que ça doit être depuis la 22e circonscription électorale, et Adjaï Titilayo. Je félicite le Bloc républicain, et qui a fait ce travail-là, surtout par rapport au positionnement des jeunes. Ne me dites pas surtout que je suis un républicain, c'est juste une observation, c'est juste ce que je dis de la chose. Mais quand on vient aux femmes, d'une façon générale au niveau des partis, c'est le service minimum qu'ils ont fait. C'est ce que je pense dire sur ce sujet-là. Le service minimum. Le service minimum, ce que la loi a dit. Sinon, les positions à d'autres postes, femmes titulaires, c'est presque inexistant. Et donc pour vous, il y a un autre travail à faire. Il y a un autre travail à faire. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts à positionner les femmes pour l'utiliser. Il y a des cultures. Bon, est-ce que nous sommes en Afrique, et particulièrement au Bénin, nous avons des cultures par endroit où la femme n'est pas chef. On a interdit que la femme soit chef. Même si la femme doit jouer des rôles de premier plan, j'allais dire, par endroit. Mais aujourd'hui, il y a les tests qui sont votés, qui protègent, qui donnent beaucoup plus de visibilité. C'est ça qui a donné les résultats que nous avons. Ils ont essayé de respecter. Parce que vous ne pouvez pas envoyer votre dossier à l'Assemblée nationale, sachant qu'on a 10 postes uniquement réservés aux femmes, et mettre un homme là. Donc, ils ont essayé de faire ce service minimum-là. C'est ça qui a donné le résultat. Ils ont essayé. Et là, vous avez changé, sinon vous étiez en train de donner 0 sur 20. Bon. Ils vont comprendre. D'accord, oui, c'est pas. Peut-être qu'il a revu la note. Là, il a revu la note. Non, oui, c'est pas notre avis. Je pense qu'il a absolument raison. C'est vraiment le service minimum. On dirait que les partis se sont arrangés pour rester dans le canevas de ce qui a été prévu, n'est-ce pas, donc, dans la loi. Cependant, il faut reconnaître que par endroit, des efforts ont été faits par certains partis politiques.
Cependant, moi je pense que cela devrait nous amener à mener une petite réflexion. À savoir que la loi ne règle pas tout. Voyez, l'homme, tant qu'il n'a pas compris ça Mais dans vous sa avez tête, fini de parler là. tant qu'il n'a C'est pas, tout ce que vous avez dit. tant qu'il La n'a loi pas- ne règle pas tout le problème. tant qu'il n'a pas compris ça dans sa tête, Oui. il fait semblant. Il souscrit à ce que la loi dit. C'est pour cela que tout à l'heure, quand il donnait un exemple de certaines communautés dans lesquelles la femme n'est pas toujours chef, moi je pense que le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, au niveau des masses, aussi bien qu'au niveau des partis, des chefs de partis politiques, c'est de leur montrer l'importance de l'implication de la femme dans la gestion de la chose politique ou de la chose publique. Tant que les gens ne vont pas comprendre, parce que, n'oublie, il y a des gens de grandes personnalités qui continuent de croire, parce que c'est dans nos gènes, qui continuent de croire que on ne peut pas laisser un certain nombre de portefeuilles à la femme. Et on ne peut pas le leur reprocher. Maintenant, il faut que notre travail soit fait pour qu'on puisse atteindre ce niveau auquel on est en train d'aspirer. Deuxième chose, c'est que il ne faut pas prendre de femmes pour prendre de femmes. Voyez, c'est pour cela, c'est pour ça que moi je pense que le féminisme c'est pas un combat, c'est pas un combat, c'est un engagement. Voyez, si on n'a pas des femmes, s'il n'y a pas un travail qui est fait en amont pour que nous ayons en aval des femmes de qualité, quel que soit le dispositif légal qu'on mettrait en place ou quelle que soit la sensibilisation qu'on ferait, on n'atteindrait pas ce niveau-là. Non, absolument pas. Donc moi je pense que les responsables, n'est-ce pas, donc, et c'est là qu'il faut indexer l'INF aujourd'hui, qui a été mis en place par le chef de l'État. Moi je pense que l'INF doit faire un travail. D'abord, quelles sont les femmes compétentes que nous avons au sein de nos partis politiques? C'est déjà ça. Si nous positionnons des femmes parce qu'on les positionne pour le simple plaisir de les positionner, ça n'arrange pas. On va me retorquer certainement qu'il y a des hommes qui ne méritent pas qu'on envoie à l'Assemblée nationale. D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord pour empirer la situation ou pour régler la situation? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des femmes de qualité avant de pouvoir indexer les partis politiques. Donc c'est tout un travail qui doit être fait. Oui, Florent, je sais que vous avez déjà une idée de ce que vous allez développer, mais la grande question, et ça rejoint un peu le premier sujet, ça veut dire que les partis politiques ont du travail à faire, c'est-à-dire un travail de sensibilisation interne, de détection, de travail pour le peu de femmes qui acceptent travailler, être présentes au sein des partis politiques. Il y a un travail qui revient forcément aux partis politiques à faire là aussi. Ce travail est un travail de longue haleine. Parce que quand vous observez très bien les terminologies, ça a changé. Avant, on parlait d'approche genre. À un moment donné, on a commencé par parler de parité. Mais aujourd'hui, on parle de discrimination positive. Oui. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Est-ce que les thèmes ne se rejoignent pas? Est-ce que ce n'est pas le même contenu? Non. Est-ce que c'est de la même chose qu'on veut parler, mais autrement? Les thèmes n'ont pas le même contenu, je suis d'accord. Mais la réalité est qu'il y a une évolution qui s'observe. La loi a réservé 24 sièges aux femmes. Au moins. Et le président de la République, Patrice Talon, avait exprimé le vœu qu'on puisse aller au-delà de ce score. Et nous avons 28 femmes au lendemain des législatives du 8 janvier dernier. Cela voudrait dire que les femmes ont une potentialité. Il est vrai que la majorité d'elles qui sont élues à l'Assemblée nationale n'ont pas une pratique parlementaire avérée. Mais elles doivent être portées par leurs aînés. Et c'est en cela que celles qui sont dans le combat politique doivent pouvoir aider leurs sœurs, même si elles ne sont pas du même parti qu'elles, elles doivent pouvoir les aider
à porter haut l'étendard féminin. Parce que dans le pays, nous avons de grands noms en matière de combat politique féminin. Nous avons Célestine Zanou, nous avons Claire Rougan Ayemona, même si elle n'est pas dans la politique, elle a occupé de grands postes administratifs dans ce pays. Nous avons Marie-Élise Bédot. Donc, ce sont des noms qui devraient inspirer les nouvelles élues afin qu'elles puissent porter haut l'étendard féminin et ne pas seulement dire que c'est le parti politique qui doit faire tout le travail. Il faut aller vers ces personnalités-là pour pouvoir sortir de l'ornière. Très bien. Oui, Dansou. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez indexé l'INF. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'INF, il y a beaucoup d'organisations de la société civile, des organisations internationales également, et qui conçoivent des projets pour initier des jeunes femmes. Vous verrez un peu sur les réseaux sociaux, des appels à candidature, pour initier nos sœurs à la chose politique et les encourager au militantisme et les former. Je pense que c'est déjà ce travail qui se fait. Il faut partir d'une pépinière. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et avoir des femmes qui aspirent à la politique. La politique s'apprend. Lorsque à l'université déjà on est dans les mouvements étudiantins et on voit le nombre de femmes qui a le courage de militer, de se mettre au devant de la scène, ce n'est pas encore ça. C'est ça, là-bas il faut observer, il faut voir l'engagement des femmes. Donc à ce niveau déjà, on comprend qu'il reste du boulot à faire. Maintenant que nous constituons, nous avons pris l'engagement. Parce que, je dis nous, parce que ce n'est pas un travail qui se fera seulement au niveau des femmes, c'est surtout même au niveau des hommes que le travail doit se faire et qu'il faut montrer la possibilité qu'il y a à impliquer les femmes dans la gestion de la chose publique, dans la gestion politique. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit surtout. Et il faut montrer les femmes dont nous faisons la promotion, les femmes qui sont devant aujourd'hui, il faut montrer que c'est des femmes normales. Il faut montrer que ce ne sont pas des divorcées sociales et que ces femmes ont de foyer. Et là, on pourra leur... Il y a ce cliché aussi. Il y a ce cliché aussi. Et que nous avons une société qui ne pardonne pas ça. Il ne faut pas qu'on dise que, bon, soit, si vous voyez les femmes qui émergent en politique, ce sont des femmes qui ne sont pas sur le toit d'un homme. Bon, des choses comme ça. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit des femmes exemplaires et qui ont de foyer, qui ont des familles et qui sont en griffe, sinon bref, des femmes normales. Qui sont en adéquation avec nos réalités, avec ce que notre société accepte. C'est en cela que nous allons réussir le combat de propulser des femmes. Est-ce qu'il faut tenir compte de tout ça avant de positionner ou avant de former des femmes au sein des partis politiques? Je pense que l'éducation. Quand vous parlez de femmes normales, l'éducation par femme normale, chaque femme, mais nous avons une société qui décide en fin de compte. Et parce que pour avoir positionné une femme telle, on peut dire, nous on ne vote pas pour ça, parce que c'est celle-là que vous avez positionnée. Ça peut arriver. Nous allons écouter avant Stéphane. Bon, allez-y Stéphane, qu'on revienne. Florent, c'est Florent, je pense, il évoquait les concepts qui ont évolué dans le temps par rapport au combat de la femme. Il a parlé en dernière position de la discrimination positive. Vous voyez, qu'est-ce qu'on met dans discrimination positive? Pour moi, quand je fais une certaine analyse, c'est péjoratif. Vous voyez, c'est péjoratif parce que on dit, bon, on va prendre, on a besoin de 5 postes, il y a 5 postes, et on prend 3 hommes, ou bien, et puis il faut qu'on mette là aussi 2 femmes. Vous voyez, moi je pense que le combat ne devrait pas être orienté dans ce sens-là. Si le combat est orienté dans ce sens, on ne va pas atteindre l'objectif. Moi je pense qu'aujourd'hui, là, c'est d'amener les femmes elles-mêmes à prendre leur destin en main. Ce n'est pas quand on a fini de partager le gâteau qu'au nom d'une certaine discrimination positive, on va appeler la femme. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Il faut aujourd'hui qu'on ait des femmes engagées, des femmes vertueuses,
Parce que l'exemplarité passe aussi par là. Si... Et là, vous rejoignez Oui, c'est ce que... oui, c'est ce que... oui, voilà, parce que si nous avons des femmes engagées qui sont vertueuses, ça va amener les autres qui sont en arrière à dire on peut être sous le toit d'un mari, on peut faire ceci et quand même aspirer à des fonctions politiques, à de hautes charges publiques, dans la fonction publique. Donc moi, je pense que le travail à faire, c'est au niveau des femmes elles-mêmes. Il faut que les femmes se prennent en charge. Quand vous mettez aujourd'hui 10 filles, mais il faut forcément des gens pour les réveiller, pour réveiller les acteurs, pour les former. Il faut les former. Combien de femmes, vous venez de parler de femmes normales, voilà. Mais combien au sein de leur famille ils peuvent prendre l'initiative ou dans le foyer prendre l'initiative, je veux aller au parti politique sans avoir le soutien du mari. Je suis d'accord. Mais à partir du moment où le paramètre femme vertueuse entre en compte, je pense que ça va être tout à fait normal pour le mari d'accompagner sa femme. C'est lorsque le paramètre femme vertueuse n'est pas pris en compte que l'homme commence pas à se dire bah, écoute, là-bas c'est tout un autre, je ne peux pas te laisser, que l'homme commence pas à tirer. Donc ça aussi, c'est au niveau de la mentalité de l'homme. Et donc les femmes doivent travailler aujourd'hui à rassurer les hommes. Très bien. Oui, ce n'est pas une revanche. C'est-à-dire que les femmes ne viennent pas pour détrôner les hommes, mais les femmes viennent pour accompagner les hommes, mais dans un engagement, dans un minimum d'éthique que notre société porte. Oui, très bien. Oui, Florent, pour finir avec ce sujet. Oui, vous savez, parce que là... C'est notre culture, oui. C'est notre culture qui a porté des femmes témoins aujourd'hui. Nous avons Madame Cécile Dedravo-Désinoui. Nous avons Madame Marceline Bekafouda, qui ont géré ce pays, qui ont été appelés à de grands postes dans la République et qui ont fait preuve d'efficacité et qui continuent de faire preuve d'efficacité. Donc, vous savez, moi je suis du bord qui estime que la femme béninoise n'a pas besoin de promotion. Nous laissons cela. Elle n'a pas besoin de promotion. Non, oui. Non, pas du tout. Parce qu'elle a de la valeur. Et elle-même, elle sait qu'elle a de la valeur. Ce n'est pas l'homme qui viendra lui donner de la valeur. Ce n'est pas les politiciens hommes qui viendront la promouvoir. Non, pas du tout. Elle n'en a pas besoin. Ce dont elle a besoin, c'est qu'on la laisse éclore ses potentialités. Qu'on ne vienne pas mettre ses potentialités sous boisseau. Et non de promotion. Elle n'en a pas besoin. Parce qu'elle a de la valeur, elle a de l'efficacité, elle a beaucoup de potentialité et elle a prouvé au Bénin qu'elle peut de grandes choses pour le pays. Et là, c'est une forme de coaching pour réveiller ces femmes, ce que vous venez de dire, Florent. Merci. Nous allons aborder très rapidement, puisque nous n'avons plus assez de temps, aborder le dernier sujet. Il s'agit bien de cette décision prise en Conseil des ministres du contrôle éthique dans l'enseignement supérieur. Stéphane, alors, pour quelle contribution ça? C'est sûr que c'est au regard de certains constats faits par le gouvernement que cette décision a été prise au niveau de l'enseignement supérieur. Absolument. Et le chef de l'État a bien fait de mettre en place cette délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Une délégation qui est d'ailleurs rattachée au Conseil national de l'éducation. Et donc, cette délégation a donc pour rôle essentiel de veiller au respect des obligations professionnelles et de la déontologie. Je ne voudrais pas ici être dur envers les enseignants du supérieur, mais je veux dire que si le chef de l'État a pris cette décision, c'est forcément pour améliorer les choses. Et nous savons un peu comment ça se passe dans le milieu universitaire. Et je pense que cette décision du chef de l'État est à saluer. Et à saluer, et à féliciter. Et tout ce qui reste à faire, c'est de voir, c'est d'appeler cette délégation à jouer pleinement son rôle. Parce que aujourd'hui, la recherche scientifique a besoin d'un accompagnement déontologique. C'est important. Et
l'enseignement au niveau du supérieur a également besoin d'une forme de professionnalisation assez aiguë. Non pas que les enseignants qui sont là ne soient pas des professionnels, mais que l'enseignement supérieur reflète ce qu'il doit être vraiment. Et moi, je pense que les structures qui existent déjà doivent aider cette délégation à mieux jouer son rôle. Très bien. Grégoire Dansou? Merci beaucoup. Je pense que cette décision, cette institution est la bienvenue. Parce que pendant des années, pendant longtemps, moi, j'ai étudié à l'université d'Abomey-Calavi, j'ai étudié dans au moins 2 facultés. Donc, je sais ce qu'on nous a enseigné, comment on avait accès à la connaissance et comment ça se faisait. Bizarrement, dans la semaine, vous allez voir le recteur de l'université sortir une note pour avertir, donner un avertissement sérieux aux enseignants déserteurs. Je me rappelle, et quand nous on étudiait à l'université, il n'y avait pas de contrôle. Et je l'affirme, et je suis prêt à le démontrer. Peut-être pas ici maintenant, je vais être interpellé par n'importe qui pour que je puisse dire de quoi j'ai été victime et de comment ça se passait. Vous pouvez avoir un cours pour 2 heures de temps, le professeur vient à 15 minutes de la fin de l'heure. Il raconte sa vie, il part. En ce temps, ce n'était pas encore interdit, les polycopies. J'ai appris qu'aujourd'hui, c'est déjà interdit. Mais c'est ça, il donne, vous vous débrouillez. L'enseignant ne se voyait même pas dans une obligation. Bon, nous, dans la blague, dans la comédie, on les appelait des dieux ou bien des demi-dieux. Parce que c'est comme celui qui fait, il n'y a personne pour lui demander des comptes. C'est comme ça fonctionnait. Mais avec le temps, ça a évolué. Il a fallu l'avènement du recteur Bliss Sincère pour que ça commence à changer. Et on a su qu'on pouvait même sanctionner des enseignants. Mais pour nous, quand on voyait on a eu des sentences au tribunal où on sanctionnait des enseignants du supérieur pour comment on appelle, harcèlement sexuel ou des trucs du genre. Mais ça nous surprenait. On me dit, mais ça veut dire que des dieux pouvaient se présenter aussi au tribunal. Mais on s'interrogeait de cette façon-là. Donc je pense, à ce moment-là, il y avait un mouvement d'étudiants, l'UNICEF, et avec à la tête un certain André Asser et son vice-président Landry Macron, c'est paix à son âme, et qui réclamait l'inspection de l'enseignement supérieur. Et mais il chantait sa personne, mais on entendait, mais personne n'était d'importance. Mais c'est aujourd'hui, j'ai vu que c'était des gens qui ont vu juste, c'est l'aile du PCB, vous les connaissez. Ils sont tellement extrêmes dans des revendications où à des moments donnés, on ne veut pas les écouter, on estime même que leurs revendications ne sont pas... Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Oui. On pourra demander des comptes. Puisque celui qui va enseigner, il va en mission. L'éducation, c'est le rôle régalien de l'État. Et quand l'État envoie des gens en mission, il faut qu'il y ait des comptes rendus, que le travail qui est fait soit contrôlé. Il n'y a aucun système qu'on ne contrôle. Ici, dans cette maison où vous travaillez, il y a contrôle. Forcément. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour l'évolution de la chose, pour que nous aspirons, si nous aspirons à devenir grands, il faut que nous fassions comme des grands. Absolument. Voilà. Très bien. Florent? Non, le gouvernement a voulu faire une organisation intérieure. Une organisation intérieure, et moi je dis... est-ce qu'on a besoin de créer une délégation au contrôle à l'éthique dans l'enseignement supérieur? Parce que dans les universités, nous avons un vice-rectorat chargé des affaires académiques. Pourquoi ne pas faire porter le chapeau au vice-recteur chargé des affaires académiques? Lui donner plus de missions. C'est tellement que le gouvernement a vu qu'il y a des limites à ce niveau-là. Et donc il fallait prendre les taureaux par les cornes. Oui, je pense que ce que le chef de l'État a fait, c'est bien pensé, à mon avis. Parce que l'origine de chez moi, et nous-mêmes on fait, nous, ce n'est pas à l'intérieur là-bas que le problème sera réglé. On ne peut pas être dans les fouilles manières et commencer, puis ils vont encore t'attaquer. Il faut rester hors ou lutter. Non, mais vous savez, la structure de nos universités aujourd'hui n'est plus la même. Et le gouvernement a revu toute la structure, avec les réformes, toute la structure des universités. Vous avez vu comment est-ce que les recteurs ont été désignés. D'accord? Donc, déjà depuis le palais de la République, le gouvernement regarde sur ce qui se fait à l'université, sur ce qui se fait. Donc, en ayant ce regard, moi je pense qu'il peut s'appuyer sur le vice-rectorat chargé des affaires académiques
pour gérer cette affaire de contrôle des enseignants, contrôle de l'ordre. Parce que moi, je pense que les tâches qui sont attribuées à la délégation, au contrôle, à l'éthique dans l'enseignement supérieur, c'est dans le public comme dans le privé. Bien sûr. Donc, dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé. Donc, Oui, c'est ce c'est qui est une prévu, tâche d'ailleurs. immense qu'on confie à ce contrôle-là. Alors que, à cette délégation-là, alors que le vice-rectorat chargé des affaires académiques peut gérer cela. Nous avons connu ici une structure qu'on appelle, qui gère les établissements privés d'enseignement. Pourquoi ne pas donner beaucoup plus d'opportunités, de missions à ces structures-là? Peut-être toutes ces structures ont affiché leurs limites. Non, bon, moi, je veux dire que... Oui, très rapidement, 30 secondes. Très rapidement, 30 secondes. Oui. On ne va pas aller vite en besogne. On ne va pas tasser cette structure superflue. On va voir de façon pratique sur le terrain ce qui sera fait. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je me suis retenu de donner quelques exemples qui, moi, m'ont fâché quand j'étais à l'université, parce que à l'époque, il y a quand même eu certains professeurs, en l'absence de tout contrôle, qui faisaient très bien leur travail. Il y avait des professeurs très consciencieux qui venaient à l'heure, qui ne donnaient même pas de polycope, mais qui faisaient, bon, moi j'en ai connu. Il y en a qui ont vraiment fait, qui ont vraiment fait leur travail. Par contre, il y en a qui étaient, comme il a dit, des demi-dieux. Des demi-dieux qui étaient les tout-puissants. Et si jamais ton thème de mémoire est sous eux, ils étaient tes directeurs, tu peux faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans avant de pouvoir soutenir ta thèse. Aujourd'hui, avec le temps, les choses ont beaucoup évolué. Et le gouvernement est dans la perspective d'améliorer davantage. Nos jeunes frères sont quand même dans de très bonnes conditions aujourd'hui. Sinon, mieux que par le passé de toute façon. Et j'espère qu'avec cette structure, les conditions vont encore s'améliorer. C'est juste ce que nous souhaitons pour notre enseignement. En conclusion, Florent. En conclusion, c'est de dire au gouvernement que, bon, c'est vrai, il est vrai de mettre en place des structures, mais il faut veiller à ce qu'on ne pas en créer davantage, parce que c'est le budget de l'État qui va en souffrir. Et dire que pour les femmes qui sont élues, il faut qu'elles s'inspirent du combat de leurs aînés, et pourquoi pas, il faut qu'elles puissent prendre le perchoir à l'Assemblée nationale. Merci. C'est votre souhait. Oui, Grégoire Dansou, pour finir. Merci beaucoup. J'ai une conclusion traditionnelle que j'ai faite à cette émission. La tête tourne toujours, le Bénin évolue, le Bénin aspire à devenir grand. Et comme le dit le chef de l'État, nous aspirons à des normes modernes. Et que chaque institution joue son rôle, et chaque citoyen joue son rôle, et tous les problèmes seraient réglés. Merci. Merci à vous, chers collègues, pour ces moments que nous avons passés ensemble à commenter, à analyser l'actualité. Florent Rossignol, je rappelle, secrétaire de rédaction à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Merci d'être venu. Stéphane Akinoukossou, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être venu. Et puis le directeur de publication du quotidien, Le Grand Quotidien, Grégoire Dansou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.